Bien, bonjour à tous. Merci Jean-Luc pour l'introduction et pour l'invitation. Je vais parler peut-être moins de l'aspect formel des choses au sens de la paléographie que d'un illisible ou d'un très difficilement lisible au niveau des signes et du système lui-même. Mais comme nous allons le voir, il y a en fait un certain nombre de phénomènes plus profonds qui renvoient à ce qu'on peut trouver dans la paléographie, notamment quand la densité rythmique des signes devient trop forte, eh bien ça s'oppose à un déchiffrage immédiat. Et on touche à ce que Jean-Luc disait avec une formule très heureuse, je trouve, l'asphyxie du sens sous l'exubérance du signe, c'est très précisément un certain nombre de choses que j'aimerais montrer. Alors, je vais parler plus particulièrement de certaines pratiques étendues de l'écriture égyptienne qu'on qualifie d'énigmatique ou de cryptographique. Je reviendrai sur les termes dans un instant, qui sont difficiles, voire très difficiles à lire, et présenter celles-ci dans les trois contextes principaux où on les trouve, le contexte privé et particulier d'une part, le contexte royal, et des contextes funéraires bien particuliers. Enfin, et en me concentrant sur l'époque où le phénomène connaît son développement le plus riche, à savoir le Nouvel Empire. Juste deux préalables. D'abord, quelques notions très générales sur l'écriture égyptienne. Donc ça, c'est les hiéroglyphes en 180 secondes. Voilà, vous avez un mot égyptien, wen, ouvrir, et comme vous le voyez, il y a la représentation d'une partie phonétique, les deux premiers signes, et d'une partie sémantique, les deux signes suivants. Et comme l'ordre est toujours cet ordre-là, en même temps, cette graphie incorpore des indications sur la segmentation. Quand vous arrivez à la partie sémantique du mot, vous avez une indication comme quoi vous arrivez à la fin du mot également. Donc ici, nous avons une écriture qui présente les trois propriétés fondamentales de toutes les écritures empiriquement attestées dans le monde. D'une part, qu'il y a une représentation des deux articulations de la langue, à la fois phonétique et sémantique. D'autre part, qu'il y a un niveau de redondance, puisque les deux parties se désambiguent et se précisent l'une l'autre. Et cette redondance est importante car toute écriture fonctionnelle est un code autocorrecteur, ce qui se base sur la redondance. Et finalement, qu'une écriture doit incorporer des indices ou des indications qui permettent la segmentation des mots. Voilà. Alors ça, c'est les trois propriétés fondamentales de toute écriture. Mon point est de dire que l'écriture hiéroglyphique, en ce sens-là, est une écriture parfaitement normale, qui a fonctionné, et que dans l'écriture énigmatique, comme pratique étendue de l'écriture hiéroglyphique, on va jouer sur ces trois propriétés, les affaiblir, les tordre, vous allez voir tout ça. Bien. Ensuite, une question de terminologie. Les phénomènes dont je parle aujourd'hui sont traditionnellement désignés comme cryptographie, à la suite du révérend père Étienne Drioton, qui a réellement identifié le phénomène et qui en a donné la première description, qui a publié des recueils d'inscriptions dites cryptographiques, mais également dans l'étude qui a remis ces phénomènes, disons, à l'ordre du jour par John Darnell, beaucoup plus récemment, d'écriture énigmatique. Personnellement, je suis John Darnell parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de cryptographie, d'une part parce que l'intention n'est pas de cacher et de dissimuler, comme nous allons le voir. D'une part, les contenus sont en général connus, standards, parfois banals. Dans certains cas, on a des transcriptions en clair juste à côté, donc là, il n'y a vraiment pas d'intention de cacher. Et enfin, dans d'autres cas, on a cette écriture énigmatique qui est inscrite dans des endroits qui, de toute manière, sont inaccessibles. Donc là, de toute façon, il n'y a rien à cacher. Ça, c'est la première raison. Il n'y a pas d'intention de cacher. Et la deuxième raison, elle est d'un ordre plus technique, qui dit cryptographie, dit techniquement qu'il y a une clé pour encoder, et puis ensuite une clé, la même ou une clé différente, pour décoder. Or, dans ces pratiques d'écriture, il n'y a pas de clé qui soit externe au message écrit lui-même. Le message, on va le voir, en quelque sorte, se déchiffre lui-même. Et en ce sens, techniquement, ce n'est pas une cryptographie. Bien. Un troisième terme est celui de poésie visuelle, introduit plus récemment par Ludwig Morens, qui est défini comme le jeu avec la dimension iconique ou visuelle des signes, afin d'exprimer du sens supplémentaire par rapport au message écrit, avec des moyens spécifiquement visuels. Et comme nous allons le voir, l'écriture énigmatique et la poésie visuelle ont un recouvrement partiel, c'est-à-dire que l'écriture énigmatique peut, mais n'est pas nécessairement de la poésie visuelle, et vice-versa. Bien.
Alors sur ces préalables, je commence par le premier de mes trois contextes, le contexte privé, c'est-à-dire en égyptologie non royale. Et ici, c'est attesté dès le début du Moyen Empire, donc je prends la liberté de prendre un exemple ancien. Antef, fils de Mith, début du Moyen Empire, environ 2050 avant notre ère. Vous avez cette composition de signes, ce sont des signes qui existent, et bien qui sont combinés entre eux d'une façon tout à fait unique. La question se pose dès lors comment déchiffre-t-on un signe, une composition de signes uniques, qui par définition n'est pas répertoriée ailleurs. Eh bien, sur la base du contexte, on a des épithètes auto-eulogiques de ce Antef, fils de Mith, égal d'Opta, en partageant son esprit, qui donne des directives à tous les directeurs des métiers. Ensuite, on ne sait pas, de tous les métiers. Bien, imaginez un lecteur lettré, j'insiste sur le lettré, ce n'est pas le quidam des scribes affairés à la comptabilité du domaine en hiératique, mais bien un spécialiste d'écriture hiéroglyphique avec une culture textuelle étendue, qui passe un certain temps à contempler ça et qui finalement comprend, sur la base du contexte et sur la base de sa connaissance générale de la phraséologie de ce genre d'épithètes, qu'il faut en réalité décrire, donc faire un commentaire métagraphique, si vous voulez, précisément de ce qui frappe l'œil, à savoir, nous avons quoi? Des cornes, oup en égyptien, et un poisson, bes, qui se trouve sur, her, la tête, tep, puis par homologie, vous arrivez à l'épithète oup bes, qui ouvre l'initiation, précédée de her tep, un supérieur. Et ça s'intègre parfaitement, qui donne des directives à tous les directeurs des métiers, un supérieur qui ouvre l'initiation dans tous les métiers. Donc ce que nous voyons ici, c'est que nous avons une dimension profondément ludique, tout d'abord, et que nous sommes là réellement dans l'intersection dont je parlais avant, entre écriture énigmatique et poésie visuelle. Il n'y a aucune intention de cacher, puisque l'épithète, certes, fait référence à un savoir qui est restreint, réservé, mais l'épithète elle-même ne constitue pas un savoir restreint ou réservé. Il y a une intention d'accrocher l'œil, d'une part par l'étrangeté visuelle de cette composition, de séduire l'esprit également par la brillance intellectuelle de la composition. En d'autres termes, il y a une dimension d'apostrophe dans un jeu, dans une communication entre lettrés. On parle d'une sociologie très réduite ici. Et il y a également, dans le contexte de ce qu'on appelle une autoprésentation en égyptologie, une sorte d'autobiographie dans le contexte funéraire, une dimension d'ostentation, puisque ce que nous avons ici réellement, c'est la mise en scène d'un savoir caché, restreint, et de la maîtrise de ce savoir caché restreint par Antef, fils de Mith, à travers l'écriture elle-même. Voilà, ça c'est un premier contexte. Je passe au deuxième contexte, le contexte royal, et à présent véritablement Nouvel Empire. Nous sommes ici à Luxor, Ramsès II, environ 1275 avant Jésus-Christ. Alors, ce que vous avez là, c'est essentiellement une frise de divinité en pleine figure qui marche, à la manière d'une théorie. Et ceci se trouve, comme vous le voyez, dans l'avant-cour, qui est un espace public ouvert lors des fêtes, la population peut entrer, et plus précisément dans la partie orientale de cette avant-cour, en hauteur sur l'architrave. Donc on est dans un contexte en fait de visibilité maximale. Cette frise est réellement exposée. Mais est-ce réellement de l'écriture? Eh bien, oui, c'est de l'écriture. Tout d'abord parce qu'elle se trouve précisément sur une architrave et qu'il y a un savoir culturel qui fait que l'on sait, que les anciens le savaient, que sur un architrave, vous avez de l'écriture, pas de l'image, et que cette écriture sera très probablement un protocole royal avec éventuellement une inscription dédicatoire. Donc ça, on le sait a priori. Mais cela nous frappe immédiatement, à nouveau, par l'étrangeté, par l'extranéité visuelle de cette forme d'écriture, et vous pouvez comparer ça avec le cartouche ici que vous avez sur la bac. Alors là, vous avez de l'écriture hiéroglyphique régulière qui vous est sans doute familière, avec des signes de divers types. Et vous voyez immédiatement à quel point c'est différent de cette frise qui se concentre seulement sur une sous-partie du répertoire des signes, à savoir les figures humaines debout. Et vous avez également une qualité d'arrangement sériel, à la manière d'une procession de divinité, ce qui fait qu'ici on joue réellement avec les frontières entre écriture et composition visuelle, bien entendu délibérément. Alors, quel est le contenu? Eh bien, le contenu est en fait très standard. C'est un protocole royal, comme on s'y attend sur un architrave.
Là, vous avez le début, que vive le russe taureau puissant aimé de Maat, les deux maîtresses protectrices de l'Égypte qui soumet les pays étrangers. Il n'y a rien à cacher, puisque c'est le protocole standard de Ramsès II que vous avez sur des centaines de monuments. Et d'ailleurs, vous voyez que sur l'architrave ouest, vous avez le même texte en clair, c'est-à-dire en hiéroglyphes réguliers. Et là, j'ai mis quelques correspondances. Vous voyez que systématiquement, dans l'écriture énigmatique, sur l'architrave est, les signes ont une résolution visuelle bien supérieure, sont beaucoup plus chargés iconiquement et également en termes de l'encyclopédie culturelle qu'ils véhiculent. Alors, là, vous avez la transcription en clair. Maintenant, si nous essayons de voir comment on peut arriver à ce résultat quand même assez virtuose, eh bien, prenons le début simplement. Là, le deuxième, vous avez une divinité debout, Min Itifalik, dont une épithète est Kamutef, taureau de sa mère. Vous prenez Ka, taureau, et du coup, ça peut remplacer le taureau, avec l'écriture régulière sur la droite. Ou alors ici, vous avez la déesse Maat, qui est identifiée par la plume, elle est debout sur un canal. Le canal, c'est mère en égyptien, du coup, par homophonie. Meri Maat, aimée de Maat. Et on continue. Le deuxième est très sympathique. Là, nous avons un personnage peut-être royal qui apporte. Apporter, c'est notamment mi en égyptien, un signe. Donc, c'est un personnage qui agit sur un signe d'écriture. Ce signe étant K. Vous ne prenez que les consonnes fortes, M plus K, par homologie, mec protégé, dans la titulature. Ou encore, ici, vous avez la représentation directe d'un roi qui soumet un ennemi, pour Waf, soumettre. Et ici, les trois pays étrangers archétypaux, les trois ennemis archétypaux de l'Égypte, qui sont inscrits dans des cartouches crénelées qui eux-mêmes incorporent des signes d'écriture. Là, vous voyez en particulier à quel point la résolution visuelle dans l'écriture énigmatique est systématiquement très massivement supérieure à l'écriture régulière. Ici, nous nous approchons de cet étouffement du sens par l'exubérance visuelle déjà. Vous voyez aussi comment du savoir culturel est incorporé à l'excès. Ici, simplement pour écrire les pays étrangers, vous avez les noms des pays étrangers archétypaux. Et là, par exemple, on pourrait dire beaucoup sur ce signe qui est une composition assez unique, mais par exemple, le roi est en train de tenir une épée recourbée, qui est en fait une importation levantine au début du Nouvel Empire, rapidement intégrée dans l'idéologie royale et qui, du coup, à l'époque de Ramsès II, est elle-même très chargée idéologiquement. Tout ceci étant incorporé dans le signe, s'ajoutant au-delà du fait de simplement représenter le mot « waf », soumettre. Alors un autre exemple un peu plus loin dans l'inscription, voilà, vous avez en énigmatique en haut la transcription en clair sur l'architrave ouest en bas, épithète standard qui préside sur Karnak, il n'y a rien véritablement à dissimuler. Alors si nous regardons comment c'est fait, vous avez d'abord un bateau, il existe un mot en égyptien, khenti, naviguer vers l'amont, vous remontez le fleuve, donc vous avez besoin de la voile. Eh bien celui-ci est homophone avec la préposition khenti devant, président sûr. Ou alors ici, il s'agit simplement d'écrire, vous le voyez à droite, les trois traits du pluriel. Donc en soi, c'est quelque chose d'extraordinairement simple. Eh bien les trois traits du pluriel sont contextuellement remplacés par la triade divine de Karnak, Amon, Mout et Khonsu. Désolé pour la coquille. Donc comme vous le voyez ici, on est de nouveau dans la poésie visuelle, en ceci qu'il s'agit d'incorporer du sens supplémentaire, mais, comme vous le voyez également, dans tous les cas, on conserve l'ancrage phonétique. Donc en résumé, nous avons un protocole royal sur l'architrave. Visuellement, nous avons un embellissement de ce protocole royal par le renforcement de l'iconicité de l'écriture. Ceci se passe dans la cour des fêtes, maximalement visible lors des fêtes, et il y a une ostentation du nom royal. Et nous avons une relation à l'espace architectural, parce que d'une part, toutes ces divinités debout sont sur l'architrave qui est juste au-dessus des colosses de Ramsès II. Mais également, nous avons littéralement une procession de divinités qui marchent en direction du sanctuaire de Luxor et qui le font depuis Karnak, plus au nord. Donc la procession est très précisément la direction qui est exprimée ici par le signe Khenti, naviguer vers l'amont, qui remplace Khenti, président A. Et nous avons une expression graphique de ce protocole royal avec des signes de divinité et de temple. Comme l'observait John Darnell, ceci est associé à la solarisation du nom royal au Nouvel Empire. Et c'est ici qu'il est important d'observer que nous sommes sur l'architrave est,
c'est-à-dire l'Est, c'est l'endroit où le soleil naît le matin, et que l'écriture énigmatique comporte ici également une dimension liminale que je ne développe pas, mais qui a trait à toute cette solarisation du nom royal au Nouvel Empire. En bref, il s'agit non pas de dissimuler, mais de montrer plus. Alors, je passe à mon troisième contexte, qui est a priori très différent, à savoir ce qu'on peut appeler des cosmographies qui décrivent le voyage nocturne du Soleil dans le monde inférieur et qui sont inscrites en particulier dans des tombes royales au Nouvel Empire, c'est-à-dire dans des espaces qui sont clos. Précédemment, nous avions des régimes de visibilité forte, d'exposition, parfois même de visibilité maximale. Ici, au contraire, nous avons de l'écriture énigmatique qui est soustraite à la visibilité, ce qui pose des questions sur lesquelles je reviens dans un instant. Mais j'observe déjà préalablement qu'il ne s'agit pas non plus en soi de cacher, puisque l'écriture énigmatique est elle-même déjà soustraite à la visibilité, bien entendu. Il y a un lien toutefois avec ce que nous venons de voir dans le temple de Luxor, à savoir qu'ici, l'écriture énigmatique, en contexte royal est à nouveau associée avec une dimension liminaire, en particulier en l'occurrence, la régénérescence du soleil par son union avec Osiris dans la nuit, au plus profond de l'obscurité, pour prendre l'expression ancienne, Mkeku Sema, au plus profond de l'obscurité, et vous notez déjà que l'écriture énigmatique, ça c'est des éclairages modernes bien entendu, mais se trouve en réalité dans des endroits qui sont eux-mêmes littéralement au plus profond de l'obscurité. Alors, a priori, ceci est totalement illisible. Vous demandez à un égyptologue professionnel de vous lire ça, il ne peut pas vous le lire, il ne reconnaîtra peut-être même pas un seul mot là-dedans. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une altérité visuelle par rapport à l'écriture hiéroglyphique régulière. Vous voyez un certain nombre de signes inusuels, d'une part, par exemple 2 sauterelles à la colonne 4, c'est très rare. Vous voyez surtout que ce texte est écrit avec très peu de signes, qui sont répétés très souvent. Par exemple, les canards. Il y a beaucoup de canards quand même ici. Ceci induisant une texture visuelle différente, très fortement répétitive, avec des rythmes et une oscillation de la surface visuelle. Ce qui est une autre forme de profusion qui peut s'opposer à la transparence idéale de la lecture. Je vous donne ici un autre exemple. Alors ici, peut-être que vous pouvez identifier ça visuellement sans même être spécialiste en hiéroglyphes, qu'il y a d'une part des sections qui sont en écriture régulière et d'autre part des sections qui sont en écriture énigmatique. À savoir, le centre, ici, vous voyez peut-être que c'est visuellement différent en termes de la densité relative des signes, de la concentration sur une partie seulement du répertoire, du degré de répétitivité que ce qui figure sur les colonnes extérieures. Alors, comment en arrive-t-on à ce genre de texte ? Eh bien, le principe est celui d'une altération de l'écriture en 2 étapes. D'abord, on réduit toutes les graphies au strict squelette consonantique. Les phonogrammes, monolithaires, bilithaires, trilithaires, les logogrammes, les déterminatifs, tout ceci est supprimé, évacué, il ne reste plus que les unilithaires. Donc on a, entre guillemets, une représentation alphabétique. Et dans un deuxième temps, ces signes unilithaires auxquels on est parvenu, on s'amuse encore à les substituer avec d'autres unilithaires. Je commence par la deuxième étape, les substitutions. Alors ici, vous avez un signe qui, en écriture énigmatique de ce type, a la valeur P. L'origine de cette valeur est débattue. On a pensé P parce que cracher, P, mais plus probablement c'est une bouche, et il y a référence ici au point d'articulation de la bilabiale qui est précisément les lèvres, donc P. En tout cas, ça c'est déjà une valeur énigmatique en soi, avec une bouche qui crache. Voilà. Maintenant, ici nous avons une autre bouche qui existe dans l'écriture régulière, une bouche vue de face, et dans l'écriture régulière, ce signe a une valeur R. Mais puisque nous avons une bouche, et que la première bouche peut avoir la valeur P, eh bien la deuxième bouche, par analogie, hérite de cette valeur P. Nous obtenons P pour cette deuxième bouche vue de face. Or, cette deuxième bouche vue de face, je le disais, est le signe régulier pour écrire R. Donc c'est le signe du R, si vous voulez paraphraser ça. Donc nous avons le signe du R qui obtient une valeur P. D'autre part, nous avons le signe du P, qui est en fait un siège, un tabouret. Eh bien, puisque nous avons en écriture énigmatique le signe du R qui peut avoir la valeur P,
Pourquoi ne pas dire que le signe du P peut avoir la valeur R en échangeant les signes et les valeurs? Eh bien, c'est ce qui se passe. Voilà. Mais tout serait simple s'il n'y avait qu'un seul signe pour R. Or, il y en a plusieurs. Vous avez ici, par exemple, un serpent qui a une valeur R parce qu'il existe un mot rat qui veut dire serpent, on conserve le R. Ensuite, vous avez un autre serpent. Ça, c'est le serpent régulier dans l'écriture entre guillemets normale qui a la valeur F. Par suite de cela, les deux serpents peuvent interchanger et l'un et l'autre peuvent avoir la valeur R et F. Donc, ça commence à flotter sérieusement. En d'autres termes, la résolution baisse, bien sûr. Nous retrouvons notre signe de la bouche qui avait cette valeur énigmatique P, mais qui a néanmoins sa valeur usuelle R. Alors, puisque les serpents peuvent avoir R et F, alors la bouche aussi peut avoir F. Voilà. Donc ça, c'est des substitutions, ça peut aller assez loin. On flotte facilement. Mais en réalité, ce qui est beaucoup plus pervers encore, si vous me passez l'expression, ce n'est pas cette deuxième étape, mais c'est la première étape de l'altération sur laquelle je reviens à présent. Parce que si vous réduisez les graphies des mots uniquement à des signes monoconsonantiques, eh bien, vous évacuez toute la représentation sémantique du mot. La représentation des mots n'a plus aucune redondance et il n'y a plus aucune indication de segmentation. Il n'y a plus que des signes monoconsonantiques qui se suivent comme ça, qui sont égrenés dans une ligne infinie. Alors, exemple. Donc, en d'autres termes, vous abandonnez les trois propriétés fondamentales de n'importe quelle écriture empiriquement attestée de par le monde. En haut, énigmatique. En bas, j'ai fait une transcription. Alors ça, c'est la mienne. Ça n'existe pas en clair. Ça existe en clair dans d'autres textes. En écriture régulière. Vous voyez dans l'écriture régulière comment les mots sont segmentés naturellement. Je vous fais l'économie de comment ça se passe, mais vous voyez que les mots sont segmentés et qu'il y a un certain nombre d'informations sémantiques qui sont contenues. Bref, on peut lire immédiatement, on reconnaît les mots, on lit mot par mot et on peut lire ça essentiellement aussi rapidement que du français. En haut, en revanche, puisque les indications de segmentation ont disparu, puisque les indications sémantiques ont été réduites à la portion congrue, vous avez essentiellement un flot continu de signes dont la plupart sont unilitaires. Et là, vous nagez complètement, même indépendamment et avant d'avoir substitué quoi que ce soit. Par exemple, au début, vous avez 4 N, ensuite un tche, ensuite un roux. Contrastez ça avec l'écriture régulière où vous avez immédiatement un assemblage nen, le déterminatif, et ensuite immédiatement un logogramme Dieu, et vous voyez immédiatement que le texte commence par c'est Dieu, etc. Donc là, véritablement, on flotte. C'est ça qui rend les textes si difficiles à lire à l'époque et aujourd'hui encore. Cette double procédure d'altération rend les textes extrêmement difficiles à lire, mais elle a également des effets visuels extrêmement intéressants. Si je reprends le texte du début, et je compte simplement les occurrences des signes, vous voyez qu'avec 6 signes, j'arrive à écrire pratiquement les 2 tiers du texte, et qu'avec 2 signes, j'arrive à écrire pratiquement un tiers, ce qui est une proportion très différente de ce qu'on aurait en écriture hiéroglyphique usuelle. Et si vous passez un peu de temps à vous laisser absorber visuellement par ce texte, vous voyez à quel point c'est répétitif. Du coup, l'œil, en se laissant absorber par le texte, peut effectivement se laisser prendre au jeu de construire des rythmes. Alors, par exemple, si A, B, C, D, ce sont 4 signes distincts, vous voyez comment on peut construire des rythmes avec ça. On peut en construire d'autres, d'ailleurs. C'est pas qu'il y a un rythme prédominant, mais l'œil est attiré par les rythmes. C'est une profusion de textures qui, en plus de toutes les difficultés précédentes, a un effet contraire à la lecture transparente. Et vous pouvez en avoir d'autres ici, par exemple, colonne 5-7, vous avez A, B, 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 A, ou alors colonne 4-6 qui se superpose donc à ce pattern-là. Vous avez essentiellement D, C, B, A, puis le trait vertical qui est d'ailleurs au milieu de la colonne et qui est en quelque sorte un axe visuel, puis A, B, C, D, en d'autres termes un palindrome. Donc vous pouvez réellement passer 1 heure devant ce texte et vous laisser absorber par les rythmes. Ou alors d'une autre manière, si nous prenons toujours ce texte, ici nous avons un premier signe qui a une valeur Hebes. Ce même signe, ici, a une valeur S. La valeur S revient ici, mais avec un autre signe. Et là, je ne prends pas des signes au hasard, ils sont tous gentiment alignés, donc l'effet est clairement intentionnel. Il s'agit de troubler le lecteur. Maintenant, je passe en face, le même signe a la valeur hetem. Et ce mot hetem, on le retrouve ici, mais écrit totalement différemment.
Et cet élément, c'est précisément, vous vous rappelez, à droite, l'axe de pivot du palindrome. Voilà. Alors pour conclure sur ces textes, on a donc une lecture qui est déautomatisée, où l'on bute sur les signes, où l'on est contraint de lire signe par signe, plutôt que de lire par mot, comme dans la lecture ordinaire. Et bien sûr, quand on lit signe par signe, techniquement, on ne lit plus. Au mieux, on déchiffre. Et en butant sur chacun des signes, en fait, on doit supplémentairement trouver non seulement la segmentation, quels signes vont avec quoi, mais trouver, au prix de ce jeu de substitution potentiellement infini, les valeurs contextuelles de chaque signe, en considérant la forme du signe, son référent visuel et toutes les autres dimensions du signe. En d'autres termes, en faisant résonner le signe avec des signes qui lui sont potentiellement analogues. Et c'est une expérience de lecture très particulière. Et il y a cette altérité visuelle du texte énigmatique due à la réduction du nombre des signes, aux signes inusuels, aux signes plus fortement iconiques que d'habitude, au rythme visuel, aux résonances visuelles qui attirent l'attention en tant que telle, bref, à toute cette profusion. Le résultat total étant que l'écriture est mise en avant en tant que telle, plutôt que d'être un support transparent à un contenu linguistique sous-jacent, qui ne cesse pas d'exister par ailleurs, bien entendu. Et pour lire, il faut littéralement traverser l'épaisseur du texte énigmatique, de sorte que la lecture devient une expérience en soi. Alors, il y a un paradoxe ici, parce que tout ce que je viens de dire pourrait, cette mise en avant de l'écriture en tant que telle, contre la transparence, l'épaisseur du texte énigmatique, il faut traverser, l'altérité visuelle du texte énigmatique, la lecture qu'on peut qualifier de retardée, de fasciner, de sidérer, de trébucher, diverses métaphores sont possibles. Eh bien, toutes ces choses peuvent servir de définition générale, je pense, à l'écriture énigmatique dans ces diverses manifestations que nous avons vues brièvement aujourd'hui. Mais, alors que dans le contexte privé et dans le contexte royal du temple de Luxor, nous avions de l'écriture qui est très fortement visible, et même exposée avec une dimension d'apostrophe, d'ostentation, ici nous sommes dans les tombes royales, soustraites à la visibilité, littéralement, comme les textes le disent eux-mêmes, Mkeku Semao, au plus profond des ténèbres. Parce que nous sommes dans un monde, celui du voyage nocturne de Ré et de son union avec Osiris, qui est Sheta, selon l'expression des textes. Sheta, c'est-à-dire difficile d'accès, difficile à comprendre. C'est un monde qui ne peut pas être représenté directement, par une dénotation directe, mais qui peut être représenté seulement de manière oblique. Et l'écriture elle-même est ici altérée pour devenir elle-même l'écriture Sheta, difficile d'accès, difficile à comprendre. Et ainsi, l'écriture elle-même, un indice de ce monde différent, difficile d'accès, difficile à comprendre. Et par l'écriture est établi, performativement, dans la tombe du souverain, un lien de contiguïté avec ce monde qui est Sheta. L'écriture est altérée sur les deux niveaux qui sont définitoires de toute écriture, à savoir sa qualité visuelle et sa capacité à être lue. Et à ce stade, peu importe qu'il y ait même quelqu'un pour la voir ou pour la lire. Je ne sais pas s'il me reste encore 5 minutes pour un bref appendice. On va dire que oui. Il me reste 5 minutes pour un bref appendice. Oui. Alors voilà, donc je vais faire un appendice pour la route. En quittant le Nouvel Empire et en allant vers une époque résolument plus récente, à savoir l'époque ptolémaïque, donc grecque, romaine, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, dans ce qu'on appelle l'écriture ptolémaïque et même plus précisément les formes particulièrement virtuoses au sein de l'écriture ptolémaïque, sous le signe des virtuosités sacerdotales tardives. Alors ici, vous avez un bref hymne à Isis, et tel que David Klotz l'a brillamment montré. Bon, d'une part, nous avons 5 invocations dont le début est chaque fois identique, mais surtout, c'est ça que David Klotz a montré, nous avons une difficulté graduelle. La première colonne est, j'allais dire, relativement facile. Non, c'est difficile quand même, mais ça va encore. La deuxième, c'est pire. La troisième, on n'en parle plus. Et la cinquième, c'est à nouveau plus facile. Qui plus est, vous n'avez pas, dans les deux colonnes centrales, troisième et quatrième, une difficulté maximale constante. Il y a un décalage de difficulté relative
de sorte qu'on a quand même des points d'accroche. Donc l'idée n'est pas de rendre le texte strictement illisible, c'est pour les prêtres qui ont composé ça de pratiquer un jeu avec leurs comparses, les autres prêtres qui vont devoir décoder ça. Donc on a une difficulté graduée et une forme de conversation entre les prêtres les plus lettrés de leur temps. Alors ceci comme introduction sur la notion de virtuosité sacerdotale tardive. Pour en venir à ce texte, cette inscription qui est extrêmement célèbre, mais dont on ne se lasse pas, 2 hymnes à Khnum dans le temple d'Ezna. Alors rien que visuellement, c'est très intéressant parce qu'il y a véritablement un élément rythmique fort, il y a une réduction de la résolution visuelle, et il y a d'une certaine manière un effet de profusion ici également qui s'oppose à la lecture. Donc on a, même si les signes sont individuellement très bien dessinés, un certain nombre de traits qu'on peut trouver également au niveau de la forme des signes dans d'autres traditions, disons, énigmatiques ou d'écriture illisible, ou difficilement lisibles, qui seront abordées plus tard dans la journée. Je pense qu'on peut faire des liens là, dont on reparlera peut-être. Alors, s'il s'agit de lire ça, je prends simplement le début de l'hymne qui est sur la droite et je m'appuie sur la lecture de Christian Leitz. On voit tout de suite que c'est un hymne parfaitement standard, hein. C'est un contenu qui n'a rien de particulier, donc le début, salut à toi qui est au-dessus des dieux et des hommes, Knumré, maître de la campagne, après on ne sait pas, qui est advenu antérieurement, le vaillant, etc. Mais comment en arrive-t-on à lire cela? Eh bien, voilà, donc ici nous avons ce début. Vous observez quand même que certains signes ne sont pas des crocodiles, et c'est là que nous avons précisément les indices pour la segmentation. Les signes qui ne sont pas des crocodiles sont des indices de segmentation. Ça, c'est une première aide à la lecture. Ça ne nous donne pas toute la segmentation. Ici, il y a une segmentation qui n'est pas donnée, mais ça nous en donne beaucoup. Ensuite, bon, on commence au début, les premiers signes sont en clair. Donc ça, c'est Iaou, louange. Et ensuite, vous savez que ça doit être Iaou Ek, c'est le formulaire des hymnes. Donc la question n'est pas de déchiffrer les 2 crocodiles qui suivent. La question est bien au contraire, sachant déjà a priori que ça doit être Enek, ça le formulaire le prescrit, comment en arrive-t-on à écrire Enek, à toi, par 2 crocodiles? Eh bien ici, il y a un certain nombre de principes de dérivation. Le crocodile, dans un temple qui est dédié à une divinité crocodile, entre autres choses, En est cher Dieu. Et ensuite, par acrophonie, vous prenez la première consonne, vous avez En. Mais le crocodile est aussi un animal dangereux qui est tapi sur les berges du Nil et qui n'attend que d'attraper l'imprudent qui s'avancerait. Donc le crocodile est également kapou, le dissimulé. Et ensuite, par acrophonie, vous prenez le que et vous obtenez En ek à toi. Et ainsi, nous avons louange à toi. Puis, on a le signe qui suit, là, le signe du ciel, Heri, au-dessus d'eux. Ça, c'est standard. Et l'oiseau un peu plus bas, pour Remetchu, homme, c'est standard également. Donc, on sait que l'épithète doit être Heri, Necheru, Remetch. Ça, on le sait. Donc le jeu est de découvrir comment 3 crocodiles écrivent Netcheru. Là, c'est simple, puisqu'on a déjà vu que crocodile, c'est Netcher. Et là, on voit d'ailleurs que la difficulté, en fait, elle construit sur ce qui précède immédiatement. Donc les indices sont contenus dans le texte lui-même. Bien. Et ensuite, nous avons Ré à la fin. Nous savons que Knumré est une des divinités du temple. Donc une bonne hypothèse, c'est que nous aurons Knumré. Et la question est de savoir comment, avec ces 4 crocodiles, on obtient Knumré. Eh bien, voilà, vous commencez à comprendre le principe. Renti, c'est un des mots pour crocodile. Vous prenez la première consonne, H. Messer, c'est le mot standard pour crocodile. Vous prenez la première consonne, c'est M. Le N, on l'a déjà eu, supra. Donc vous remettez tout ça, Knumré, et nous avons Knumré. Ici, nous avons manifestement quelque chose qui est un lieu, à cause du déterminatif du lieu. Le premier crocodile peut être Neb, le maître, parce que les dieux sont les maîtres de leur temple. Et du coup, il faut juste trouver Seret, voilà, selon le même principe, et ainsi de suite. Je prends maintenant le morceau de bravoure final, à la fin de l'hymne, où vous avez 17 crocodiles qui se suivent et on ne se lasse pas. Donc là, c'est totalement illisible, hein, bien sûr. Là, c'est littéralement illisible. La seule possibilité, c'est de savoir a priori ce qu'on cherche, naturellement. Alors ça, c'est standard en ptolémaïque, semi-standard pour Ren F, donc ça sera une épithète. Et dans ce genre d'hymne, ça peut tout à fait finir par It, Itu, Renef, le père des pères et son nom.
Alors tout le jeu, c'est comment arrive-t-on à it, it2. Alors là, c'est véritablement virtuose. Bon, un autre mot pour crocodile, parce que l'égyptien est riche en mots pour crocodile, est dépit. Vous prenez la première consonne, et par assourdissement de la dentale, vous avez T. Ensuite, vous prenez les 4 crocodiles supplémentaires, donc les crocodiles 2 à 5. Eh bien, il se trouve que le mot 4 en égyptien, c'est Fedou. Vous prenez la première consonne, F, et vous obtenez un F. Sauf qu'avec T et F, vous n'arrivez toujours pas à écrire le mot it, puisqu'il n'y a pas de F dans it. Alors, il ne faut pas penser ici au mot it, mais à la graphie du mot it, qui contient effectivement un F, même s'il n'en contient pas à un niveau phonétique. Donc avec 1 plus 4, à savoir 5 crocodiles, vous avez ce qui en clair serait T plus F, à savoir une graphie de it le père. Et bien, il nous en reste encore 12, auxquels il faut faire un sort. Mais nous avons vu que ça se groupe par 4, 12 est un multiple de 4, donc 3 fois 4, 12, et 3 est un indice de pluralité dans le système graphique égyptien. Donc vous avez 3 fois F en fait, et 3 fois F, ça va être dans cette épithète itu, les pairs au pluriel. Donc ainsi, it, itu, les pairs, le père des pairs. Voilà, donc là on a évidemment plusieurs choses, hein. On a le fait que c'est illisible, à défaut d'un horizon d'attente extrêmement fort et précis. Nous avons également le fait que c'est un exercice, non pas de décodage en tant que tel, parce qu'on n'arrive pas à le décoder, il faut avoir un horizon d'attente très fort, mais plutôt un exercice de ce qu'en anglais on appellerait un reverse engineering, c'est-à-dire qu'on a l'objet, et puis l'objet est donné, il faut simplement arriver à comprendre comment on a pu arriver à cet objet. Et dans cet exercice de reverse engineering, ici, il n'y a pas d'indice contextuel, mais dans le précédent, vous avez tous ces indices contextuels qui sont à l'intérieur même du message. Et il y a également, puisque c'est une divinité qui peut prendre se manifester sous une forme de crocodile, une célébration par l'écriture elle-même des attributs du dieu. Et bien sûr, une dimension profondément ludique, un jeu au sein de la communauté sacerdotale, se faisant également un indice d'une identité de groupe. Nous, et nous, ce n'est pas tous les prêtres, c'est une micro-élite au sein des prêtres. Nous, on peut jouer avec ça, mais pas vous. Voilà, je vous remercie.